Bienvenue à cet apéro au labo organisé par l'AFM Téléthon dans le cadre de la Fête de la Science 2020. J'espère que tout le monde m'entend. Alors, notre moyen de communication pour ce soir va être essentiellement le chat que vous avez en haut de la barre de contrôle Teams. Si quelqu'un peut me dire oui, on vous entend bien, c'est super. Comme ça, je pourrais lancer l'apéro au labo avec Anne Gali, notre chercheur de ce soir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux voir des petites manifestations dans la barre de chat ou pas? Hop, on vous entend bien, Lige. Parfait. Donc, moi, je suis Stéphanie Bardon. Je travaille à la FM Téléthon, particulièrement au service de presse. Je vais être le modérateur de ce petit apéro au labo via Teams ce soir. Ça veut dire que je vais pouvoir vous lire vos questions, vos remarques, les partager avec Anne, que vous allez voir en chair et en os dans un instant. Merci d'être avec nous. L'idée de ce petit apéro au labo, bien sûr, c'est de rendre compte de ce qu'on fait grâce aux fonds qui nous sont confiés tout au long de l'année, et particulièrement lors de l'événement du Téléthon, que ce soit fait à travers des dons en direct, des animations, l'engagement. Voilà, donc comme vous le savez, l'AFM Téléthon est une association de malades et de parents de malades qui a un objectif, en l'occurrence, qui est de vaincre les maladies rares. Pour y parvenir, elle finance des projets de recherche sur plusieurs dizaines de maladies chaque année grâce au fonds du Téléthon. Ce soir, on a envie de vous présenter avec Anne Gali, que vous allez voir une fois de plus dans un instant, comment dans les maladies rares du sang et du système immunitaire, les fonds qui nous ont été confiés ont permis de faire avancer la recherche et d'arriver à des victoires franches et certaines grâce à la mobilisation de tous. Vous l'avez compris, donc là, malheureusement, on est en visio, on ne se verra pas, on ne se touchera pas, mais ça ne, à mon avis, ternira pas l'intensité des échanges. Une fois de plus, j'ai vu que les quelques micros étaient coupés, donc c'est absolument parfait. Si vous avez une question, vous la mettez dans le chat, je la transmets à Anne en temps réel, qui y répondra dès qu'elle peut, en fonction de la présentation, mais elle répondra à toutes les questions, évidemment. Voilà, je crois que j'ai fini ce que je voulais vous dire. Je vais passer la parole à Anne et puis je vous souhaite un très bon apéro au labo et n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues. Merci Stéphanie. Bonjour à tous. Alors j'enlève mon masque et Stéphanie va mettre le sien et elle va couper son micro, voilà, pour qu'on puisse partager ensemble cette présentation. Présentation donc qui est vraiment axée sur une thématique particulière, qui est la thématique de la thérapie génique des maladies du sang et du système immunitaire. Donc je vais quand même... Ah pardon, je m'excuse, mais ma diapo ne fonctionne pas. Pour quelle raison ? Alors, un petit rappel quand même de ce que c'est que la thérapie génique. Alors, je me présente également, j'ai oublié de le faire, je suis la directrice en fait d'une unité mixte de recherche qui fait ses recherches donc à Généthon, donc qui est évidemment dédié à la thérapie génique des maladies rares. Donc, thérapie génique, c'est en gros finalement une façon de traiter une maladie par des médicaments à base de gènes, pour être très très simple. Il faut savoir que c'est quand même aujourd'hui une nouvelle approche qui est en train d'exploser. Il y a plus de 1300 essais cliniques en cours dans le monde. Et vous voyez sur ma présentation, en fait, une map monde qui vous indique le nombre d'essais cliniques en cours dans chaque pays, chaque continent. Et comme vous pouvez le constater, évidemment, il y a beaucoup d'essais cliniques donc aux États-Unis, mais également en Europe et en Chine. Et puis, on voit qu'en fait, il y en a un petit peu partout dans le monde. Donc, on est vraiment sur une approche globalisée, ce qui est donc très intéressant. Alors, la plupart des essais cliniques de thérapie génique se situent pour traiter le cancer, mais le reste concerne les maladies génétiques principalement, qui ont été vraiment pionnières pour démontrer l'efficacité de la thérapie génique chez l'homme. Alors, il y a 9 médicaments de thérapie génique maintenant qui sont sur le marché. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard dans la présentation. Il faut savoir donc que cette nouvelle approche médicinale, elle est assez complexe, elle peut d'ailleurs se décliner de différentes façons, puisqu'on peut injecter donc des produits de thérapie génique directement chez le patient, comme vous le voyez en haut de ma photo, et puis on peut également travailler plutôt sur les cellules de la personne, les prendre au laboratoire dans un petit sac, les traiter donc avec des outils de thérapie génique, en l'occurrence on a représenté des vecteurs de thérapie génique qui vont faire la modification génétique nécessaire à corriger la maladie.
au laboratoire dans des flasques de culture. Et ensuite, quand on aura obtenu ces cellules génétiquement corrigées, on les réinjecte au patient qui pourra les recevoir. Donc, les deux approches ne sont pas en même temps. Ce sont deux possibilités de faire de la thérapie génique qui en fait peuvent s'adresser à différentes sortes de maladies. Donc, il faut savoir aujourd'hui qu'effectivement, la thérapie génique, comme je le disais, elle a permis de travailler sur des maladies rares, mais également des maladies fréquentes. Et je vous représente par exemple l'exemple de ces super soldats en fait que sont les cellules CAR-T, qui sont une avancée tout à fait remarquable dans le domaine de la cancérologie, où on arrive justement avec l'approche que je décrivais ex vivo, c'est-à-dire au laboratoire, à prendre les cellules d'un patient qui a le cancer, à les reprogrammer pour les armer avec un outil qui va leur permettre de reconnaître le cancer, et ensuite on les injecte au patient et les cellules vont ensuite attaquer le cancer. Donc, il faut savoir aussi que la thérapie génique, c'est maintenant aussi quelque chose de très nouveau en termes de pharmacie. On n'a pas encore beaucoup de médicaments de thérapie génique sur les étagères des pharmaciens. Il y a effectivement une grande complexité dans ces produits, dans ces médicaments de thérapie innovante. Alors, ça peut être des vecteurs pour aller traiter des maladies génétiques, ça peut être des cellules génétiquement modifiées, comme je le disais. Et vous voyez en fait sur cette photographie, par exemple, on essaie de représenter juste un petit peu pour donner une impression quand même de taille. Vous voyez un tout petit point qui représente par exemple une petite molécule comme le paracétamol que vous pouvez prendre pour la fièvre. Vous voyez des nouveaux médicaments biologiques qui sont par exemple des anticorps monoclonaux, on voit un petit peu en haut à gauche, là un petit peu plus grand, un petit peu plus compliqué déjà. Et là à droite, vous voyez cette espèce de gros chou-fleur, en fait c'est en fait une cellule qui est traitée par un médicament de thérapie génique et qui constitue en fait un produit de thérapie génique. Vous voyez bien que là on a affaire quand même à un médicament qui est d'une autre nature, qui est d'une autre complexité, d'un autre niveau en fait, et qu'il va falloir effectivement trouver aussi des nouveaux moyens de réglementer, de contrôler la qualité de ces médicaments pour pouvoir les administrer chez l'homme. Donc ça, c'est aussi très intéressant en termes d'évolution des nouveaux types de médicaments qu'on peut proposer pour traiter les maladies. Alors, la thérapie génique s'applique tout particulièrement bien au traitement des maladies rares. Il faut savoir qu'il y a 5 à 6 000 maladies rares actuellement qui sont dénombrées et la plupart sont d'origine génétique. Elles concernent donc chacune individuellement très rare, mais collectivement, elles concernent un grand nombre de personnes, à peu près 30 millions d'Européens, on estime. Et il faut savoir qu'à peu près 95% de ces maladies restent sans traitement. Donc, la thérapie génique, dans certains cas, pas dans tous les cas, il ne faut pas imaginer que la thérapie génique est quelque chose d'universel qui va marcher à tous les coups, mais dans certains cas, dans certaines maladies génétiques qui n'ont pas de traitement, ça peut vraiment répondre à des besoins médicaux inassouvis parce qu'on n'a pas d'autre option. Alors, que fait Généton dans ce domaine-là? Généton, en fait, a mis en place au fur et à mesure des années tout un ensemble de stratégies assez organisées justement pour pouvoir vraiment développer des nouvelles solutions de thérapie génique pour les maladies rares. Alors tout d'abord, en fait, Généton, c'est d'abord des groupes de recherche qui font de la recherche appliquée dans des systèmes complexes, sur des cellules, sur des nouveaux outils de thérapie génique, sur des maladies, et pour essayer de comprendre aussi comment les outils interagissent avec les organismes dans lesquels ils sont injectés. Donc tout ça, effectivement, est réalisé sous forme d'une recherche au sein d'une unité de recherche en fait qui est partenaire avec l'université d'Evry et l'université Paris-Saclay ainsi qu'avec l'INSERM. Ce qu'on fait également quand on a des bons candidats qu'on a identifiés dans nos programmes de recherche, il faut ensuite les développer pour en faire des médicaments. Et là, il faut commencer par se préoccuper de développer des procédés industriels de production, puisque sans produit, il n'y a pas d'essai clinique possible. Et ensuite, essais cliniques sur des maladies rares, on pense tout de suite international et on a fait beaucoup de travaux pour pouvoir justement transférer nos recherches avec les meilleurs centres au monde qui puissent en fait travailler avec nous et surtout traiter des patients pour générer vraiment l'information nécessaire à comprendre les effets de la thérapie génique et mesurer leurs effets de façon claire et certaine. Donc voilà un exemple en particulier de certains de nos collaborateurs avec lesquels nous travaillons. Alors pour faire cela, effectivement, nous avons réalisé des programmes thérapeutiques où on peut décliner les mêmes approches technologiques pour s'appliquer à différents systèmes. Par exemple, traiter le muscle, traiter le foie ou traiter les maladies du sang, du système immunitaire. Vous pouvez retrouver tout ça d'ailleurs sur le site internet de Généton. Moi, je voudrais vous parler aujourd'hui en fait de l'approche de thérapie génique à base de cellules souches hématopoïétiques et de vecteurs lentiviraux, qui est en fait cette fameuse approche de thérapie génique
ex vivo qu'on utilise pour en fait traiter les maladies du sang et du système immunitaire. Alors le schéma est un petit peu complexe, mais ce que ce schéma vous représente en fait, c'est le concept de ce qu'on appelle une cellule souche. Une cellule souche, en fait, sont des cellules qu'on retrouve nichées, en particulier au plus profond des os, où elles vont fabriquer toute notre vie, en fait, les cellules sanguines qui circulent, nos globules rouges, nos globules blancs, nos plaquettes. Et elles font ça, en fait, en restant très bien nichées dans un environnement qui les protège, et elles relarguent de temps en temps, effectivement, toutes les cellules immunitaires et sanguines qui vont ensuite passer dans le sang. Donc, en fait, ces cellules souches sont une cible absolument idéale pour la thérapie génique qui vise à corriger l'ensemble des cellules du sang et du système immunitaire. Donc, on va aller les récupérer, on va aller les modifier génétiquement avec des vecteurs qui sont très spéciaux, qui sont des vecteurs lentiviraux, qui vont juste apporter en fait le gène médicament, mais le laisser dans la cellule souche de manière permanente, comme si c'était son propre gène. Et ensuite, ce gène, il est retransmis à toutes les cellules sanguines qui vont donc ensuite pouvoir corriger des maladies. Donc, maladies du système immunitaire, maladies du système sanguin. Donc, à Généton, on a fait de la recherche sur ce système de thérapie génique. On a fait des études précliniques et biosécuritaires pour permettre en fait la réalisation d'essais cliniques. On a développé des procédés de production de ces fameux vecteurs lentiviraux. On a ensuite d'ailleurs réalisé la production de lots de vecteurs de grade clinique, soit à Généton, mais ensuite qui est devenu Hyposcasie, hein, et soit avec aussi nos collaborateurs à Génosafe qui font du contrôle qualité de ces produits. Et puis, on a réalisé des essais cliniques internationaux de phase 1-2 sur un ensemble de maladies du système immunitaire au sanguin, que je vais détailler un petit peu plus tard. Alors, je prends l'exemple justement d'essais cliniques internationaux de Généton. Alors, cette diapo est très complexe, mais focalisez-vous sur le centre, sur Généton, qui est au centre en fait de tout ça. Généton, effectivement, et Hyposcasie, qui produisent des vecteurs ou qui peuvent être promoteurs d'essais cliniques avec des multiples partenaires. Donc, on a vu effectivement, par exemple, dans le cas de cette maladie très rare qui est le syndrome de Wiskott-Aldrich, qui est représenté à gauche, une maladie en fait qui conduit à des saignements, à l'absence de plaquettes et un déficit immunitaire. On a pu travailler et fournir donc à travers Généton, qui a réalisé des essais cliniques en fait, avec des partenaires en Angleterre, à Paris et également aux États-Unis, à Boston. Donc, en fait, tous ces essais cliniques internationaux sont réalisés avec des protocoles cliniques relativement similaires et surtout avec les mêmes produits, enfin avec le même vecteur qui donc permet d'avoir une comparabilité des données et une compréhension ensuite des effets qui ont été obtenus. Même chose dans le cas de la maladie à droite, qui est la granulomatose chronique septique liée à l'X. C'est un nom un petit peu compliqué, mais c'est un déficit immunitaire également qui est en fait un déficit des cellules qu'on appelle les phagocytes, c'est-à-dire des cellules immunitaires qui mangent les différents microbes qui nous envahissent. Et donc, les patients atteints de cette maladie génétique, en fait, ont des phagocytes qui ne fonctionnent pas pour tuer les bactéries ou tuer par exemple, des aspergilloses. Enfin, ils ont donc en fait des infections très sévères et des granulomes qui se développent. Et donc, en fait, c'est une maladie qui a été toujours très difficile à traiter et qui a été également très difficile à traiter par thérapie génique. Donc, on s'est associé aux meilleurs pour pouvoir développer ces essais cliniques, à la fois donc en Angleterre, à Paris, mais également aux États-Unis, à Boston, et alors là aussi au National Institute of Health, donc à Washington, à Bethesda, également sur la côte ouest avec Los Angeles, avec UCLA. Donc, on a pu également, de la même façon, fournir le même vecteur et avoir en fait, donc à tous ces centres et pouvoir travailler avec eux pour comprendre les effets de cette thérapie génique. Et on a également travaillé avec des collègues espagnols pour travailler sur une maladie encore très rare, l'anémie de Fanconi, grâce également à un consortium européen. Donc, c'est un ensemble effectivement d'essais cliniques dans lesquels Généton peut jouer un rôle majeur et surtout fournir une standardisation et des outils de qualité qui sont issus de sa recherche. Alors, ce qui est très gratifiant aussi pour un chercheur comme moi, c'est de voir effectivement l'aboutissement de ces études avec concrètement, comme vous le voyez avec ces photos, voilà des patients comme cet enfant, enfin ce jeune garçon là à gauche avec ses parents qui avait un des premiers patients traités dans l'essai de thérapie génique à Londres, et puis à droite à Boston également un patient là qui a montré d'ailleurs des niveaux de correction très intéressants et qui est donc avec l'investigateur principal de l'étude à Boston.
Donc effectivement, ces résultats ont permis non seulement, évidemment, c'est le fruit d'études précliniques et d'études aussi de développement pharmaceutique, mais ils ont permis donc également de traiter de façon positive et avec des résultats positifs en fait des personnes. Et puis on a eu aussi donc des publications de haut niveau qui nous permettent donc de bien décrire, de bien comprendre ce qui s'est passé et de démontrer aussi le succès de la thérapie génique et également ses limitations, parce que tout n'est pas parfait. Il y a des choses qu'on aurait aimé pouvoir corriger dans le cas de cette maladie, par exemple, notamment par exemple le niveau de plaquettes, qui n'est pas totalement au niveau attendu, mais en même temps, on a également une très bonne correction du système immunitaire, un effet positif sur la réduction des maladies auto-immunes. Donc voilà, ça permet aussi quand même de bien comprendre ce qui se passe. Et on a pu démontrer également la possibilité de traiter non seulement des enfants, mais également des adultes dans cette maladie. Même chose pour la thérapie génique de la granulomatose septique liée à l'X. Bon, là, je suis désolée, la diapo est très complexe, mais ça reflète justement la complexité en fait de ce type d'approche. Je vous ai montré le patient qui a été traité, c'est un parmi tant d'autres. On voit effectivement la plupart des patients, sauf quelques-uns, qui ont une correction donc de leurs granuleux, leurs cellules granuleuses dans le sang. Ce sont des cellules qui vont attaquer les microbes et qui vont les détruire avec leurs enzymes. Et parfois, effectivement, on a des échecs, on a des fois où la thérapie génique ne marche pas. Donc, ça fait partie justement en fait, des études scientifiques qu'il faut reprendre pour maintenant arriver à comprendre complètement exactement ce qui se passe et qu'est-ce qui est en fait du ressort de cette maladie génétique par rapport à son traitement. Et on a pu également aussi, à travers ce programme, par exemple, réaliser une recherche préclinique et clinique de qualité telle qu'elle a pu intéresser une biotech anglaise, Orchard Therapeutics, qui a choisi de mettre une option pour licencier, enfin qui a choisi de travailler en fait avec Généton, de collaborer avec Généton, de faire un accord pour pouvoir ensuite apporter ce traitement beaucoup plus loin et éventuellement pour le mettre sur le marché si les effets positifs se confirment. Donc voilà, vraiment concrètement en fait ce qu'on peut arriver à faire à Généton et dans le cadre de ce blog programme. Même chose pour l'anémie de Fanconi, je vais aller assez vite là-dessus. C'est pareil, un succès assez inattendu sur une maladie ultra rare où en fait là pour le coup on a une disparition de ces fameuses cellules souches qu'on essaye de corriger. Donc là tout l'enjeu de ce programme était finalement d'arriver à trouver le moment idéal pour attraper le peu de cellules souches qui restaient chez les patients, leur mettre le vecteur de la meilleure qualité qui soit pour pouvoir les corriger et ensuite essayer de voir, et on l'a vu effectivement, observer cette montée progressive des cellules issues de ces cellules souches corrigées. Et donc également, ça a donc un très joli succès, en tout cas sur le plan biologique. Donc, je vous disais, il y a 9 médicaments de thérapie génique qui sont autorisés actuellement. Bon, en Europe ou aux États-Unis, c'est à peu près pareil. Alors, ce sont des médicaments divers et variés, puisque je vous l'ai présenté au départ, les approches de thérapie génique sont diverses et variées. Et vous avez en jaune souligné effectivement les médicaments qui sont des médicaments qui sont similaires à ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire des médicaments de thérapie génique hématopoïétique. Donc, on a le Strimvelis, le Zalmoxis, le Yescartal, Kymriah, le Zynteglo. Donc, ce sont des médicaments qui se fabriquent ex vivo en mettant un vecteur, si possible antiviral, dans des cellules. Et vous voyez sur la droite, d'ailleurs, quelques photos de ces médicaments de thérapie génique. Vous voyez, par exemple, un sac de cellules qui, voilà, c'est ça le médicament de thérapie génique. Donc, on est vraiment dans des concepts très, très différents. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut se rappeler surtout, c'est que 9 médicaments, ça ne paraît pas beaucoup, mais en réalité, c'est un énorme un facteur d'impulsion en fait dans le domaine. Et cette diapositive en fait vous montre. Elle est écrite en anglais parce qu'en fait, elle vient de la Food and Drug Administration américaine, qui est en fait l'agence qui en fait autorise les essais cliniques et les médicaments aux États-Unis. Et vous voyez en fait la courbe au fur et à mesure des années du nombre de demandes d'essais cliniques dans le domaine de la thérapie génique. Et vous voyez qu'à partir du moment où on a eu les premiers médicaments qui ont été autorisés, une montée absolument spectaculaire du nombre de demandes avec plus de 300, et je crois que c'est bien au-delà actuellement. Donc, ce sont des nombres de demandes par an. Ça fait vraiment beaucoup d'essais cliniques en cours, en fait, dans un domaine qui est en train d'exploser littéralement. Alors maintenant, finalement, on peut du coup peut-être aller aussi sur des maladies qui sont beaucoup plus difficiles à traiter et rares, tout en étant pas si rares que ça non plus. Par exemple, la drépanocytose. La drépanocytose, c'est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. C'est une maladie génétique qui touche l'hémoglobine.
et qui est donc une mutation dans cette molécule qui est dans nos globules rouges et qui finalement aide à transporter l'oxygène. Et chez les patients qui sont atteints de cette maladie, en fait, quand le niveau d'oxygène diminue légèrement ou quand il y a du stress, etc., l'hémoglobine, en fait, elle s'agrège, en fait, elle tend à devenir très, très rigide et donc, du coup, elle déforme les globules rouges. Et ces globules rouges, en fait, se transforment en faucilles qui vont cisailler, s'agréger et bloquer les vaisseaux sanguins. Et ça crée des crises extrêmement douloureuse et donc c'est une maladie très invalidante et douloureuse qui peut amener d'ailleurs à des effets secondaires extrêmement graves comme des accidents vasculaires cérébraux, comme des nécroses, des tissus, etc. Donc il y a 10 000 personnes en France qui sont atteintes de la drépanocytose, qui vivent en majorité en Île-de-France mais également dans les territoires d'outre-mer. Et en fait, c'est vraiment une maladie donc, qui est liée à une mutation génétique finalement qu'on connaît bien et dont on essaye de traiter les effets par thérapie génique et cellulaire et qui sont en cours. Alors, ça commence à marcher. Vous voyez l'exemple d'un patient qui a été traité à Boston, qui a reçu en fait un des premiers médicaments de thérapie génique. Alors, ce n'est pas le tout premier, il y a eu même des essais en France, hein, mais là, on peut voir effectivement l'effet spectaculaire sur ces globules rouges. À gauche, vous voyez ces globules rouges en fait en forme de faucille hein, qu'on voit dans son frottis sanguin. Et puis à droite, en fait, les globules rouges après la thérapie génique, donc avec un effet tout à fait spectaculaire. Donc voilà des choses qu'on peut arriver à faire en fait pour passer finalement entre ces maladies ultra rares. Je vous parlais donc par exemple de Wiskott-Andrich et de CGD. Là, clairement, ce sont des maladies où il y a peut-être 2 à 3 naissances de ce type de maladie par an en France, peut-être une dizaine, enfin, mais pas plus que ça. Pour la drépanocytose, on a beaucoup, beaucoup plus de patients. Il y a vraiment des milliers de patients à traiter. Donc là, on est sur déjà un autre niveau de complexité, de difficulté, notamment sur la production des vecteurs qu'il va falloir faire pour pouvoir traiter les patients. Donc là, il va falloir vraiment clairement améliorer nos capacités de bioproduction pour avoir des quantités suffisantes pour faire des essais cliniques, pas que de 3 à 5 personnes, mais de 15, 20, 30, 100 personnes pour pouvoir avoir vraiment des résultats suffisamment probants pour pouvoir éventuellement mettre sur le marché ce type de médicament pour ce type de maladie. Donc le futur, c'est quoi en thérapie génique? C'est évidemment voilà, de pouvoir traiter autre chose que des maladies rares, traiter des maladies fréquentes. Alors, ça veut dire effectivement pouvoir avoir assez de vecteurs pour le faire, mais c'est également traiter des maladies chroniques, c'est-à-dire pas forcément des maladies mortelles. Là, aujourd'hui, on traite en thérapie génique surtout des maladies mortelles et très sévères, parce que le risque de la thérapie génique, finalement, paraît bien moindre que le risque de la maladie. Maintenant qu'on sait que la thérapie génique fonctionne, qu'elle n'est pas toxique, en tout cas qu'on maîtrise plutôt les éléments en fait, associés avec le risque de la thérapie génique, on peut envisager de traiter des maladies qui sont peut-être moins sévères, voire chroniques. Donc là, on est aussi sur des approches, par exemple, d'immunothérapie. Immunothérapie pour refaire marcher le système immunitaire comme on veut, dans le cas, par exemple, de surveiller le cancer ou de traiter des maladies infectieuses. On va passer également sur de la thérapie génique qui, au lieu d'être simplement un peu aléatoire, c'est-à-dire on prend le gène médicament, on le met dans les cellules et puis voilà, on sait que ça marche, mais on ne sait pas trop exactement où se trouve le gène médicament dans les cellules. Là, maintenant, on veut de la précision. On veut savoir exactement où dans le génome et on veut surtout pas que le savoir, on veut surtout diriger notre effet d'une façon précise dans le génome. Donc, on a des outils maintenant, évidemment, de précision avec, par exemple, les stratégies d'édition du génome basées sur les CRISPR-Cas9. Et puis, on veut aussi de la thérapie génique qui soit disponible, c'est-à-dire à des prix raisonnables, disponible pour les gens qui en ont besoin, même si c'est un grand nombre. Donc, voilà, il y a beaucoup de défis encore dans ce domaine-là. Alors, il faut savoir que c'est une approche scientifique et technologique de pointe qui évolue tout le temps. On est passé, par exemple, de morceaux d'ADN sous forme de plasmide à des vecteurs viraux recombinants. On est passé maintenant du transfert de gènes à l'édition du génome par des outils CRISPR. Donc toujours, on évolue, on change, on teste des choses nouvelles et meilleures, on l'espère. L'exemple est justement, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on fait de la thérapie génique actuellement? On fait ce qu'on appelle de l'addition de gènes. C'est-à-dire, vous voyez une cellule là en rose, et au centre, dans le rond blanc, vous voyez en fait une représentation schématique de son génome. Et on a fait rentrer avec un virus un petit morceau donc jaune qui est le gène thérapeutique et on l'a mis dans le génome. Bon, on ne sait pas trop où, mais on l'a mis. Ça marche, ça produit la protéine qu'on veut. Et effectivement, ben, ça, c'est ce qui est en essai clinique actuellement. Et c'est comme ça qu'en fait, on a des premiers produits commercialisés.
Ce qu'on voudrait, en fait, c'est faire rentrer des produits, les emmener exactement là où on veut dans le génome, avec ces ciseaux moléculaires, couper, réparer exactement ce qu'on veut, et du coup avoir une façon beaucoup plus finalement physiologique, quelque part et naturelle, de reproduire en fait le gène qui était auparavant muté, qui maintenant est corrigé, et qui va se remettre à faire la protéine qu'on veut. Donc là, on est dans un contexte de ce qu'on appelle la réparation ciblée, et là, c'est encore largement à l'étape de recherche, à peine dans des essais cliniques, parce qu'on ne maîtrise encore pas tous les outils pour le faire, même si ça paraît intellectuellement beaucoup plus satisfaisant. Mais comme je le disais, tout va très très vite, donc on sera très rapidement dans cette étape-là bientôt. Donc il faut savoir que tout prend beaucoup de temps dans ce domaine-là, 25 années par exemple pour développer le concept des cellules CAR-T dans l'immunothérapie du cancer. Hein, ce sont des concepts qui datent des années 1970. On a les tout premiers patients dans les années 1990, dont on s'est dit, tiens, il y a des lymphocytes dans leur tumeur, on va voir si on ne peut pas les amplifier pour essayer de réactiver en fait le système immunitaire. On a même pu mettre des vecteurs pour marquer ces Tumor Infiltrating Lymphocytes, c'est des TIL, et puis bon, sans beaucoup de succès thérapeutique. Après, il y a eu effectivement des hauts débats de la thérapie génique pendant à peu près une vingtaine d'années, et puis finalement, les gens ont compris comment on pouvait effectivement faire ces fameux CAR, c'est-à-dire chimériques antigènes récepteurs, qui sont représentés. Là, on a les premières générations en bas à droite, deuxième génération, 2G, la 3G, vous savez, c'est comme les téléphones, hein. On n'est pas encore ni à la 4G ni à la 5G, mais ça arrivera certainement. Et là, à partir de 2011, bah, effectivement, voilà, on a pu trouver la bonne façon de faire des CAR, de traiter une leucémie avec un récepteur spécifique CD19. Et puis là, ça s'est emballé. Enfin là, il y a eu des résultats absolument spectaculaires avec des effets très très positifs. Et puis là, ça a donné effectivement à l'autorisation et la mise sur le marché des premiers médicaments qui sont le Kymriah et le Yescarta. Vous voyez, vraiment 25 ans pour faire toutes ces étapes-là. Et je vous passe en fait les détails quand même qui ont permis quand même de comprendre comment on pouvait les administrer, comment ça marche, etc. Donc aujourd'hui, c'est 500 essais cliniques de CAR-T dans le monde, 2 voire 3 médicaments sur le marché. Voilà, donc c'est très intéressant. Alors, si on a fait des CAR-T, bah, pourquoi on ne vaccinerait pas non plus avec de la thérapie génique, hein? Donc ça, c'est quelque chose qui personnellement m'intéresse beaucoup. Il y a des possibilités effectivement d'utiliser des vecteurs de thérapie génique pour apporter les antigènes contre lesquels on veut vacciner. Il y a par exemple, dans le cadre du Covid actuellement, énormément d'efforts qui sont faits pour utiliser des vecteurs de thérapie génique, hein, pour pouvoir essayer de vacciner contre le Covid. Donc c'est vraiment une nouvelle approche, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de difficultés, de complexité, mais il faut savoir que ça peut apporter des solutions très innovantes. Donc, j'en conclus à ce stade-là, effectivement, sur mon exposé sur la thérapie génique des maladies immunitaires du sang. C'est un domaine dans lequel on a pu avoir des essais cliniques et des succès cliniques tout à fait pionniers qui ont vraiment emporté et fait démarrer en fait et démontré en fait les premiers succès thérapeutiques chez l'homme de la thérapie génique. Ça permet aussi de répondre à des besoins médicaux inassouvis. Je vous ai présenté plusieurs exemples, mais il y en a d'autres, de patients avec des maladies génétiques mortelles pour lesquelles il n'y a aucun traitement et dans lesquels une seule injection dans leurs cellules génétiquement corrigées a permis de vraiment avoir un effet thérapeutique et de leur permettre donc de survivre et de bénéficier de cette thérapie génique. Donc c'est tout à fait remarquable en fait avec une seule injection de médicaments de pouvoir avoir un effet aussi fort. Et donc ce sont parmi les premiers médicaments de thérapie génique qui sont arrivés sur le marché. Alors, c'est complexe et c'est pour ça qu'en fait, il est intéressant de réfléchir sous forme d'une gamme de produits technologiques, c'est-à-dire que là, on a aussi des technologies qui sont applicables à des maladies fréquentes, notamment au cancer. Et donc, on est dans le cadre d'une maladie de pointe qui fait vraiment évoluer les choses très, très rapidement. Donc, rappelez-vous ce domaine de forte innovation technologique, médicale et sociétale. Et rappelez-vous également quand même que tout n'est pas fini, qu'on a des grands défis devant nous dans ces domaines-là, notamment en termes de bioproduction pour fabriquer ces médicaments de thérapie génique. Donc, moi, je vous remercie de votre attention. Mon email est indiqué ici. Nos affiliations dans le cadre de la recherche. Et puis maintenant, à vous la parole. Et j'attends vos questions. Et voilà, et on remercie aussi évidemment dans ce domaine-là, je pense qu'il faut absolument remercier le Téléthon qui a permis aussi de soutenir toutes ces recherches extrêmement importantes et pionnières dans les thérapies géniques et notamment dans le domaine des thérapies géniques du sang et du système immunitaire. Voilà. Merci à vous de votre attention.
je réfléchis. Des pistes pour l'hémophilie, me demande-t-on. Alors, on demande s'il y a des pistes pour l'hémophilie. Alors oui, absolument. Il y a des pistes pour l'hémophilie, pas forcément pour le coup par thérapie génique hématopoïétique. Il s'avère qu'on peut prendre des médicaments de thérapie génique, des vecteurs, en particulier ce qu'on appelle des vecteurs adéno-associés, les injecter par voie intraveineuse. Et en fait, ils vont aller dans le foie. Et dans le foie, ces vecteurs vont pouvoir produire les facteurs de coagulation qui manquent dans l'hémophilie A ou B. Et on a des résultats très, très intéressants actuellement dans plusieurs essais cliniques. Et de nombreux chercheurs essayent justement de perfectionner ces produits pour arriver à avoir voilà, des niveaux élevés sans toxicité pour les patients. Mais il y a déjà des résultats très, très intéressants. Les vaccins à ADN se reposent-ils sur le principe de la thérapie génique? Alors, sur les vaccins à ADN, pas toujours. Il y a beaucoup de façons de vacciner avec simplement de l'ADN nu ou de l'ADN plasmidique. C'est finalement une façon assez facile et rapide justement de prendre la séquence d'un gène, d'un virus ou d'une bactérie ou quelque chose, de la mettre en fait dans un plasmide et du coup de l'injecter. On sait que c'est immunogène. Et actuellement, il y a plusieurs essais cliniques en cours dans le cadre des vaccins Covid qui utilisent cette stratégie-là. Alors, il y a quand même d'autres façons d'amener de l'ADN, notamment à travers des virus, justement. Donc, on peut prendre ces fameux vecteurs de thérapie génique, des vecteurs viraux à ADN, comme des adénovirus, et dans lesquels on va changer la séquence, évidemment, de l'adénovirus en fait, natif. On va remplacer par des petits morceaux, par exemple, de séquences de Covid qui vont être donc apportés et faire un vaccin de cette façon-là. Donc, il y a beaucoup de stratégies vaccinales, effectivement, qui se reposent sur l'utilisation de l'ADN directement ou indirectement. Le prix Nobel vient d'être décerné pour la mise au point de ciseaux génétiques. S'agit-il d'une forme de thérapie génique? Le prix Nobel pour les ciseaux génétiques. Oui, Emmanuel Charpentier a reçu le prix Nobel pour le Cas9. Ouais. Et s'agit-il d'une forme de thérapie génique? Alors, bien sûr, c'est ce que je présentais en fait, c'est ces approches d'édition du génome, donc avec ce qu'on appelle les outils CRISPR-Cas9. C'est absolument remarquable d'intelligence et de facilité. Il faut savoir que ce sont des outils qui ont été donc issus d'une recherche fondamentale sur les bactéries. Et en fait, les travaux qui sont certainement récompensés, en fait, sont les travaux de comprendre comment des bactéries pouvaient reconnaître des envahisseurs de leur propre génome et en fait, du coup, développer une stratégie pour découper le génome en fait de leurs envahisseurs. Et donc, en fait, le génie donc, de Jennifer Doudna, de Emmanuel Charpentier et de tous les autres qui ont travaillé, de Feng Zhang et autres personnes qui ont travaillé en fait dans ce domaine-là, ça a vraiment été de transformer ces connaissances fondamentales sur le système immunitaire des bactéries en des outils qu'on pouvait utiliser finalement dans toutes les cellules. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas un seul laboratoire qui fait de la thérapie génique ou même de la biologie qui n'utilise pas maintenant les outils CRISPR, où on peut diriger en fait, dans le génome à n'importe quel endroit, grâce à une petite séquence d'ARN, on va aller diriger les outils qui vont couper à cet endroit-là. Et donc, il y a déjà des projets, il y a déjà même des essais cliniques qui sont faits chez l'homme avec des cellules modifiées par des CRISPR. Encore une question. Pour la sphérocytose, y a-t-il des essais de thérapie génique? Alors, je crois qu'il y a des essais sur la sphérocytose, mais je n'ai pas de détails précis, donc je peux regarder et vous répondre si vous voulez, mais je suis presque sûre qu'il y a quelque chose qui est en cours, au moins au stade préclinique. Plus de questions pour le moment. Je vais me s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir. Je vois que quelqu'un écrit, alors je vais patienter un instant. Ah, il y a de l'écho. Alors il faut que tu prennes la parole. Ah.
tout. Et sinon, après, bah, du coup, je vais conclure. Ok. Ouais, normalement, il n'y a plus d'écho. On est synchronisé. Donc, s'il n'y a plus de questions. Ah, je vois que Karine est en train d'écrire. Peut-être il y aura une question supplémentaire. Je vais patienter un instant. Ah non, c'est Karine qui nous remercie. Moi, c'est parfait. C'est que c'était clair. Une fois de plus, merci à tous d'avoir participé à ce super apéro labo que j'ai trouvé passionnant. Je connaissais déjà le sujet, mais je trouvais ça une fois de plus passionnant. Merci Anne. Sachez tous que dès demain, il y a de nouveaux rendez-vous qui vous attendent, que vous pouvez retrouver sur le site AFM Téléthon de la Fête de la Science. Ce sera tout aussi passionnant, je l'espère, bien que le niveau soit quand même au top ce soir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on reste à votre dispo sur les liens d'inscription ou sur les formulaires de contact du site. Si la question devait être posée ou devait se poser dans vos esprits, le Téléthon aura bien lieu les 4 et 5 décembre prochains, peut-être de façon un peu particulière, certainement ultra connectée. Mais on compte évidemment sur l'engagement et la mobilisation de tous pour permettre à Anne Galli, à ses équipes et à bien d'autres qui dépendent des fonds du Téléthon de continuer à avancer avec autant de succès et pour nous autant de fierté. On me dit que c'était très riche d'enseignements. Je crois que ça sera le mot de la fin avec un merci vraiment et un nouveau merci. Donc merci Anne, merci à tous de votre attention et à bientôt j'espère. Au revoir. Au revoir.